On avait demandé à Czesław Milosz, le poète polonais, prix Nobel de littérature, « Est-ce que ce que vous écrivez perturbe votre famille ?» Et Milosz avait répondu, « Quand un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue. » J'ai toujours détesté être considéré comme un écrivain juif américain. Et je n'écris pas en juif, j'écris en américain. La totalité de mes livres, ou presque, se passe en Amérique. J'ai grandi ici, je suis américain. J'ai publié une nouvelle en 1958 dans le New Yorker, la première publication et la dernière pour bien des années, une histoire que j'avais appelée « Défenseurs de la foi ». Ça se passait dans l'armée sur des soldats juifs mobilisés. Le jour où elle a été publiée, j'allais toutes les demi-heures au kiosque à journaux pour voir s'ils avaient reçu le New Yorker. Je mourais d'envie de voir mon texte imprimé. Je l'ai ramené chez moi et je l'ai lu. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai relu à l'endroit, à l'envers, je l'ai relu dans les toilettes, puis une autre fois à table en mangeant. C'était le plus beau jour de ma vie. Et on m'est tombé dessus. Les gens étaient furieux. Le New Yorker a reçu des dizaines et des dizaines de lettres de lecteurs juifs qui résiliaient leur abonnement. Et j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone, des appels d'organisations juives furieuses. Vous écririez ce genre d'histoire si vous étiez dans l'Allemagne nazie ? D'un seul coup, j'étais traité d'antisémite. La chose que je hais le plus. Et de juif, anti-juif. Je ne savais même pas ce que cela voulait dire. Et je n'ai jamais imaginé une seule seconde en écrivant ce texte qu'il allait causer un tel scandale. Mais c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à écrire, et cela m'a poursuivi presque toute ma vie. Défenseurs de la foi a été publié l'année suivante, en 1959, dans mon premier livre, Goodbye Columbus. Et c'est reparti. Goodbye Columbus a connu un certain succès, mais pas commercial. On en a vendu 4000 exemplaires. Mais 8 mois après sa sortie, j'ai gagné le National Book Award. C'est ce prix qui m'a donné un certain statut. Goodbye Columbus était une réponse spontanée et immédiate au milieu dont je venais. Mais certains se sont sentis offensés. Et des rabbins ont fait leur sermon en me traitant d'antisémite. Je suppose que ce qu'ils détestaient dans Goodbye Columbus, c'est qu'on y voyait un homme juif d'un certain âge qui commettait un adultère et une fille juive qui mettait un diaphragme pour faire l'amour. J'ai répondu qu'il y avait des filles juives qui mettaient des diaphragmes et qu'il y avait des maris juifs qui trompaient leurs femmes. Isaac Singer, quand les critiques juifs et les lecteurs juifs lui reprochaient ces histoires et lui disaient « Monsieur Singer, pourquoi écrivez-vous sur des putains juives et des macros juifs ?» Singer répondait « Vous voudriez que je parle de quoi? De putains portugaises? De macros portugais ?» Mais j'ai eu quelques bonnes critiques. Une surtout dans la revue de Saul Bellow, à mon avis le plus grand écrivain de la seconde moitié du siècle. J'avais lu Augie March pendant ma dernière année d'université et j'avais été sous le choc. Et je n'avais jamais rien lu qui ressemblait à ça. Avant de découvrir ce livre, je ne savais pas qu'un écrivain pouvait être aussi libre.
On pouvait faire tout ce que l'on voulait, on pouvait aller où on voulait. Et les portraits qu'il fait de ces personnages, c'est un Rembrandt, l'égal des plus grands portraitistes. Il a introduit la rue dans ses livres avec une énergie, un esprit et une intelligence formidables. Il a su mêler la délicatesse et les descriptions osées, l'intellectuel et le populaire, et ça donnait un vrai feu d'artifice. Vous pouvez utiliser votre milieu, vos origines, comme Bellow l'a fait avec son Chicago, les quartiers ouest de Chicago, ou Malamud avec son épicerie de Brooklyn. Je pouvais utiliser Newark. Je n'y avais jamais pensé. À l'université, j'avais écrit des nouvelles pour la revue littéraire, une revue que je dirigeais pour être sûr d'y être publié. Des petites histoires sans intérêt. Et pas une seule d'entre elles ne parlait de Juifs ou de Newark. On aurait pu croire que j'étais le fils de Lord Chesterfield. D'un seul coup, je me suis mis à écrire sur mon quartier. Welcome to Philip Roth's Newark, who have chosen to visit Newark through the eyes and through the genius of Philip Roth. Our first stop will be this morning will be at Wequahic High School, Philip's alma mater, and on to his childhood home and Philip Roth Plaza. Ma mère est née en 1904 à Elizabeth, d'une famille d'immigrants juifs. Elle a grandi au milieu de catholiques irlandais. Mon père est né à Newark. Mes parents ne parlaient jamais du passé et ils ne nous racontaient aucun souvenir. Ils ne rêvaient que d'une vie à l'américaine. Il n'y avait donc aucune nostalgie pour le pays de leur origine. On n'en parlait pas. Je n'ai jamais entendu le moindre mot sur ce sujet. J'aurais pu en parler avec mes grands-parents, mais ils ne parlaient que yiddish. Et je ne parlais qu'anglais. Mon frère est né le premier en 1927, ma mère n'avait que 23 ans et je suis né en 1933, quand elle en avait 28. Elle n'a jamais fumé ni bu la moindre goutte d'alcool. Elle avait une énergie incroyable, une volonté incroyable. Vous connaissez ce mot de Freud, celui qui est aimé par sa mère sera un conquistador. Mon frère voulait être peintre et il est allé étudier aux Beaux-Arts. C'était incroyable, j'avais un frère qui partait aussi loin, dans une ville aussi immense, aussi exotique que New York, dans une école où il s'asseyait en face d'une femme nue, la regardait, puis la dessinait. J'étais stupéfait. Je n'avais jamais vu, ne serait-ce qu'un croquis de femme nue. Mon père espérait que je serais avocat. C'est ce que j'envisageais moi aussi. Mais j'ai commencé à tomber amoureux de la littérature. Et j'ai décidé que je serais écrivain. Je suis sûr que mon père ne le souhaitait pas. Quels parents voudraient sincèrement que leur enfant choisisse d'être écrivain? Moi, certainement pas en tout cas. Mais je dois dire qu'il ne m'en a jamais empêché. C'était étonnant de voir un homme de sa génération accepter, sans le moindre affrontement, ma décision de devenir écrivain. Qu'est-ce qu'il savait du métier d'écrivain? Qu'est-ce que je savais du métier d'écrivain? Mais il est devenu un peu trop protecteur. Il ne pouvait pas accepter que je sois indépendant. Et il fallait que je parte. Je ne fuyais pas Newark, je fuyais mon père. Il était devenu insupportable et je me suis dit, si je ne pars pas faire mes études ailleurs, je vais le tuer. Je ne faisais que suivre la voie tracée par d'autres écrivains. Loin de moi l'idée de comparer mon travail à celui de Joyce, mais Joyce a quitté Dublin, qu'il détestait. Il est parti dès qu'il a pu.
Et ensuite, il n'a écrit que sur Dublin et sur rien d'autre jusqu'à sa mort. Il écrivait à sa mère pour lui demander « De quelle couleur sont les volets de la maison de tel endroit ?» Il voulait pouvoir décrire avec précision tous les détails des lieux qu'il avait fuis. Faulkner a quitté le Sud et le Mississippi. Et c'est à Paris que Hemingway a écrit ses plus grands livres sur le Michigan. Plusieurs écrivains américains ont fait la même chose, quitter l'endroit d'où ils venaient et n'écrire que sur ces lieux toute leur vie. Et je suis parti à Bucknell. Je ne savais strictement rien de Bucknell, je voulais juste fuir cet enfer. C'était un campus très strict en 1951, quand Philip Roth est arrivé. Les jeunes filles devaient être dans leur dortoir à 8 heures du soir. On pouvait les emmener au cinéma, manger ensemble une glace, faire une balade avec elles, mais pour le reste, tout le reste, il fallait se battre. Et le combat commençait. Il y avait des surveillantes chargées de faire respecter la loi. Et les règles étaient très sévères. Si une fille portait un short un peu trop court, c'était impardonnable. Les règles étaient très strictes. Les filles étaient en majorité totalement inaccessibles. Il fallait protéger la virginité des jeunes filles avec une surveillante à chaque étage et un couvre-feu à 20 heures précises. Les garçons étaient interdits dans les dortoirs des filles. Où est-ce que vous voulez qu'on puisse faire ça? Donc on ne faisait rien, sauf si l'occasion se présentait. Il fréquentait pas mal d'étudiantes et il avait plutôt bon goût. C'étaient les plus jolies filles du campus. Philippe était un garçon superbe, un jeune homme extrêmement séduisant. On avait du mal à lui résister parce qu'il était tellement plus brillant que les autres, plus drôle, plus rapide, pas expéditif sexuellement. Je veux dire l'esprit vif. Il avait beaucoup de succès et on était impressionnés parce qu'il sortait avec une fille plus âgée que lui. Enfin, quand je dis plus âgée, on avait 17 ans et sa copine en avait 19. On était jaloux. Toutes les filles trouvaient Philippe séduisant et nous, on était sur la touche. Je n'avais pas de succès avec les filles. J'obtenais ce que chacun d'entre nous avait, c'est-à-dire strictement rien. Je me demande comment Philip Roth, à peine 15 ans plus tard, a pu écrire Portnoy et son complexe. D'où a-t-il pu sortir tout ça? En tout cas, certainement pas de l'université de Bucknell. Entre 1962 et 1967, je n'ai rien publié. Tout ce que j'écrivais était nul. J'étais frustré, malheureux. Je sortais d'un très mauvais premier mariage, ça avait été brutal, violent. Et je ne pouvais plus écrire. J'étais comme quelqu'un qui a déraillé, qui est sorti de ses rails. C'était l'enfer. Et j'avais besoin que l'on m'aide à comprendre ce qui m'était arrivé, à retrouver ma confiance qui avait disparu. J'avais besoin de parler, je devais parler de tout ça. Mais je ne pouvais pas en parler à n'importe qui, il l'aurait répété. Il m'était impossible à New York de confier des secrets intimes de ma vie. Et pourquoi l'aurais-je fait? Mais il fallait que j'en parle. Alors, j'ai commencé à aller voir un psychanalyste 3 ou 4 fois par semaine. J'étais vraiment une loque. Ça m'a beaucoup aidé. À propos, mon psychanalyste a fini par écrire un roman dans lequel j'étais un des personnages, bien sûr. Il avait fait de moi un écrivain italien.
Quand je suis revenu à New York, seul, séparé de ma femme, j'ai rencontré un groupe d'amis, tous juifs. Et devant eux, j'ai commencé à me mettre en scène, à jouer mes textes. Et j'ai découvert que je pouvais les faire rire. Il avait un merveilleux sens de l'humour, c'était visible. Il racontait toutes sortes d'histoires quand nous étions tous ensemble. Et il a immédiatement été perçu comme quelqu'un de très drôle, vraiment. Très doué. Il était formidable. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait ça dans mes livres. Comment est-ce que je pourrais transposer ça dans un livre? Comment mettre ça sur le papier? Et j'ai compris qu'il fallait en faire une séance de psychanalyse et que ça fonctionnerait. Quand j'ai commencé, je n'en savais rien. Je me donnais en spectacle devant mes amis. Et je pouvais faire la même chose en écrivant. Portnoy et son complexe, c'est un spectacle. Pas un spectacle comme celui que je faisais devant mes amis, enfin, sauf exception. Alexandre Portnoy parle à un psychanalyste qui ne parle pas. Il se contente d'avoir le dernier mot, donc on ne sait pas ce qu'il pense. Je savais pas mal de choses sur la psychanalyse, puisque j'en avais fait une. Je connaissais donc les règles du jeu, qui sont « dites n'importe quoi »,« dites tout ce qui vous passe par la tête »,« faites des associations libres »,« ne vous censurez jamais » et surtout, ne contrôlez pas votre langage. C'est la pire chose à faire. Génial! Je me suis dit, formidable. J'ai enfin le droit qu'à toute personne qui est en analyse, ce que n'a même pas un écrivain. J'avais enfin une raison très forte d'utiliser ce ton, ce style, ce vocabulaire. Juste avant la parution de Portnoy et son complexe, ma mère et mon père sont venus du New Jersey me voir à New York, où j'habitais. Je voulais les préparer un peu avant la publication du livre. Et je ne pouvais pas les laisser découvrir le livre tout seul quand il paraîtrait. Nous avons déjeuné ensemble, je leur ai expliqué que le livre allait être publié et que ça allait être un énorme événement. Je leur ai raconté de quoi il s'agissait et j'ai ajouté « Les gens vont forcément croire que vous êtes la mère et le père du héros. Je ferai tout ce que je peux pour vous protéger, mais de votre côté, il faudra vous défendre. » J'ai essayé de les préparer à ça. Vous allez recevoir des appels téléphoniques de journalistes, de journaux, de magazines, de la télévision. Ne leur répondez pas. Il n'y a aucun mal à raccrocher au nez d'un journaliste. Et ils ont pris un taxi et sont rentrés chez eux. Des années plus tard, j'ai demandé à mon père « Qu'est-ce qui s'est passé après, quand vous étiez dans le taxi ?» Et il m'a répondu « Ta mère a fondu en larmes. » Mais pourquoi? Elle m'a dit « Notre fils a la folie des grandeurs. Il n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été un garçon comme ça. Maintenant, il a la folie des grandeurs. » Voilà comment ma mère a réagi. Quand le livre est paru, on en a vendu 350 000 exemplaires en un mois. Ça a été l'événement. Le New York Times est allé interviewer mon prof de lycée, vous pouvez croire ça. À la télévision, on avait fait venir dans une émission 6 mères juives pour parler de mon livre et de moi. Il y avait beaucoup de dialogues obscènes, très crus sur le sexe. Je pense que c'est pour cela qu'il a connu un tel succès, qu'il a fait scandale. Certains trouvaient le livre rempli d'obscénités, ou qu'il était insultant pour les Juifs, et ainsi de suite. Un jour, alors que je marchais dans la rue, un type sur le trottoir d'en face s'est mis à crier « Philip Roth, l'ennemi des Juifs !» C'est vrai que la publication de Portnoy n'avait pas arrangé les choses. Je suis devenu célèbre comme écrivain, mais aussi célèbre pour ma vie sexuelle.
Et célèbre comme détraqué mental. Tout m'est arrivé. J'ai reçu des centaines de lettres, 100 par semaine, envoyées à mon éditeur. Certaines lettres contenaient des photos de filles en bikini. J'avais toutes sortes d'occasions de foutre ma vie en l'air. La fille avec qui je sortais à l'époque m'a envoyé un article qu'elle avait découpé dans le New York Post. Le chroniqueur avait écrit « Barbara Streisand n'a pas démenti sa liaison avec Philip Roth ». J'ai reçu ça dans une enveloppe vide, sans le moindre mot. D'un seul coup, on me reconnaissait dans la rue. J'ai perdu mon anonymat. Les gens me criaient « Hé, Portnoy, arrête ton cirque !» Tous les gens étaient persuadés que Portnoy, c'était moi. Je me rappelle que je me promenais dans les collines de Woodstock, un paysage magnifique. En fait, je marchais avec ma petite amie de l'époque, Barbara, et je me plaignais auprès d'elle. Et pourquoi est-ce qu'on ne me fiche pas la paix? Elle m'a répondu, ça suffit, arrête de te plaindre, maintenant on est ici, au milieu des montagnes. Brusquement, une voiture s'est arrêtée, quelqu'un a baissé la vitre et a crié « Hé, Portnoy, laisse-la tranquille !» Mais il y avait ceux qui me reconnaissaient et ceux qui ne me reconnaissaient pas. Et un jour, peu de temps après la parution, peut-être 3 mois, j'ai pris un taxi. Je me suis assis à l'arrière et j'ai dit au type où j'allais. Et quand j'ai regardé sa licence, qui était accrochée en face de moi, on pouvait y lire Ed Portnoy. J'ai dit au chauffeur, j'imagine que vous traversez des moments difficiles depuis la sortie du livre. Il m'a répondu, oh, ce fils de pute, ma vie est... Dès qu'un type s'assoit dans ce taxi, il commence, Portnoy, vous êtes au courant pour le livre? Mais c'est peut-être vous le Portnoy. J'ai laissé parler un moment, puis je lui ai dit, je dois vous avouer quelque chose, Portnoy. Je suis celui qui a écrit ce livre. Ah, espèce de salaud! Et sans agressivité. J'étais sûr que c'était vous, quel fils de pute. Une fois arrivé, je lui ai laissé un pourboire de $20. Il y a eu des moments amusants. Le livre est devenu numéro 1 sur la liste des best-sellers et d'un seul coup, j'avais de l'argent. J'ai pu déménager dans un très joli appartement près du Metropolitan Museum. J'ai pu m'acheter une voiture. J'avais jamais eu de voiture. J'ai pu faire le tour du monde avec ma petite amie. À l'âge de 36 ans, je n'avais jamais gagné d'argent. Mes parents sont partis en croisière 2 ou 3 mois après la sortie du livre. Une croisière que je leur avais offerte pour les éloigner du feu d'artifice allumé par Portnoy et son complexe. C'était ce que je croyais. Ma mère m'a raconté, quand ils sont revenus, que mon père avait pris avec lui une 12aine d'exemplaires de Portnoy et son complexe avant d'embarquer. Ça avait toujours été un excellent vendeur. Et que dès qu'il se faisait un ami sur le bateau, il allait dans sa cabine chercher un exemplaire de Portnoy, il le dédicaçait de la part de Herman, le père de Philip Roth. Voilà comment ma famille a vécu la sortie du livre. And there are more memories like this one, Doctor. A lot more. This is my mother and father I'm talking about. After I wrote Portnoy's Complaint, après Portnoy et son complexe, j'ai écrit 3 livres dans le même esprit. Tous des farces. J'ai pris les éléments les plus grotesques de Portnoy et je les ai poussés encore plus loin, plus fort, plus grotesques, plus parodiques, plus saugrenus. Qu'est-ce qui peut se passer si j'essaye? J'étais curieux comme auteur de savoir jusqu'où je pouvais aller. Qu'est-ce qui se passerait si j'allais encore plus loin? Ce qu'il faut dès le début, c'est abandonner toute forme d'autocensure. Faire tout ce qu'on a envie de faire. Avoir honte n'a aucun sens quand vous écrivez. Il faut oublier tout sentiment de honte.
Ne pas se demander si ce que vous écrivez est convenable. Ça ne veut pas dire qu'il faut être obscène, délirant et tapisser chaque page d'excréments, c'est pas ça. Mais avoir honte, jamais. Je n'aurais pas pu écrire le théâtre de Sabbath si je m'étais censuré. Je n'aurais rien écrit. Mais n'allez pas croire que dans ma propre vie, je n'ai pas d'inhibition. Je suis comme tout le monde. Mais quand je m'assois pour écrire, je me libère complètement. La plupart des écrivains de ma génération, ou plus âgés, ont un stand-in, un double. Bellow avait Herzog, Norman Mailer avait un certain Sergius O'Shaughnessy. Bon, Céline avait Céline et Gombrowicz avait Gombrowicz. Eux n'avaient pas de double. Ils apparaissaient sous leur propre nom. Je pense que notre double nous donne la liberté de raconter notre propre expérience partiellement et d'inventer en partant de cette expérience. C'est un masque. Et sous ce masque, vous êtes libre. Quand Portnoy est furieux ou en rut, je suis heureux. De même que quand Mickey Sabbath est excité sexuellement, je suis assis dans mon bureau, imaginant Mickey Sabbath en rut. Je ne suis pas en pleine excitation sexuelle, je suis assis là, en train de le décrire. Et il y a là une différence fondamentale. Contrairement à ce que tout le monde pense, Zuckerman n'a pas la moindre vie sexuelle. On le décrit comme un obsédé, mais c'est faux. Zuckerman, dans L'écrivain des ombres, n'a aucune relation sexuelle. Dans Zuckerman délivré, aucune relation sexuelle. Dans La leçon d'anatomie non plus, ni dans La contre-vie. Dans Pastorale américaine, aucune. Dans J'ai épousé un communiste, non plus. Et dans La tâche, aucune. En fait, dans ces 3 livres, il est impuissant. Ainsi, dans 9 livres, il n'a pratiquement aucune expérience sexuelle. On a dit de lui un peu partout, si c'est un obsédé sexuel, c'est parce que Roth l'est, bien sûr. Ça, c'est Zuckerman. Kapich, lui, cumule les expériences sexuelles. Je voulais qu'il vive toutes les expériences sexuelles que Zuckerman n'a pas vécues. Dans Le Saint, mon héros a une relation sexuelle hallucinatoire complètement folle. Il a une aventure sexuelle intense dans Le professeur de désir. Et il a une expérience sexuelle pénible, celle d'un vieillard dans le dernier livre de la série, La bête qui meurt. Donc, si vous les examinez soigneusement, vous verrez que mes livres ne parlent pas tous de sexe, en tout cas pas de la même façon, et que les personnages sont complètement différents. Sex is all the enchantment required. Do men find women so enchanting once the sex is taken out? Does anyone find anyone of any sex that enchanting unless they have sexual business with them? Who else are you that enchanted by? Nobody. I'm not saying I don't write about sex. Je n'ai jamais dit que je n'écrivais pas sur le sexe. J'adore écrire sur le sexe. Vaste sujet. En parler et surtout le comprendre, c'est extrêmement difficile. Mais vous pouvez me croire ou non, la plupart des événements racontés dans mes livres ne sont jamais arrivés en réalité. J'invente mon personnage à mesure que j'avance. Je me dis, d'une façon ou d'une autre, tu dois tout savoir de cet homme. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait? D'où vient sa famille? Puis, je passe à sa femme et je commence à inventer par vagues. On procède par petites touches, comme pour colorier un livre. Il y a un côté journaliste quand on écrit des romans. Parce que vous avez besoin de faits, d'informations, de détails. On ne peut pas inventer en partant de rien. En tout cas, moi, je ne peux pas. Il me faut du matériau pris dans la réalité pour commencer à inventer. Je prends 2 morceaux de réalité et je les frotte l'un contre l'autre pour que le feu en jaillisse.
Il y a quelques années, quand j'ai épousé un communiste, j'avais en tête de parler d'un taxidermiste et je me suis dit, et si j'allais voir ce taxidermiste du New Jersey? J'étais comme un élève en sortie scolaire et j'ai passé un moment formidable au milieu de cette puanteur. Son père était en train de dépecer un renard, l'odeur était effroyable et j'ai été ravi de ma journée. Dans un homme, j'avais besoin d'une bijouterie. J'ai remonté Broadway et je suis entré chez un bijoutier. Je lui ai raconté que je voulais acheter une bague de fiançailles pour ma petite amie. Il ne m'a jamais cru, ce vieillard tremblotant cherchant une bague de fiançailles pour sa petite amie. Mais j'ai insisté et finalement, j'ai trouvé un type qui voulait bien me parler. Pour le fossoyeur, ouais, j'en connais un, pas vous? Je suis allé le voir à Washington et je lui ai dit « Appelez-moi lorsque vous creuserez une tombe ». Il m'a appelé le lendemain, il devait enterrer quelqu'un. J'y suis allé en emportant un sandwich. J'ai traîné dans le cimetière, je l'ai vu au travail et on a bavardé. Puis j'ai commencé à réaliser que je n'avais aucun endroit où être enterré, qu'il était temps d'y penser. J'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour de plusieurs cimetières. Mais à chaque fois que j'en visitais un, je me disais « Je ne serai pas heureux ici. Je n'aurai personne avec qui parler. Pourquoi est-ce que je n'irai pas dans celui du New Jersey où ma mère et mon père sont enterrés ?» Je suis allé voir le type qui s'occupait du cimetière du New Jersey et il m'a montré différentes concessions. Je voulais être près de mes parents, mais il n'y avait rien de libre à côté d'eux. Et je lui ai dit, et à cet endroit, c'est à un jet de pierre de leur tombe. Il m'a répondu, je ne peux pas vous mettre ici, monsieur Horath. Vous ne pourriez même pas allonger vos jambes. Je lui ai dit, vous avez raison. C'est important parce que j'ai l'intention de rester ici un bon bout de temps. Ça tournait la comédie et j'ai fini par en faire un livre, Le théâtre de Sabbath, dans lequel mon héros, Mickey Sabbath, décide de se suicider, mais commence par chercher un cimetière où être enterré. Vous aimeriez savoir où j'ai choisi d'être enterré? Si je vous donnais l'adresse du cimetière, le jour de ma mort, au moment où on me mettra dans le trou, l'endroit sera envahi par mes groupies. Après Portnoy et son complexe, j'ai déménagé. D'abord de New York à Woodstock, et 2 ans plus tard, j'ai trouvé cette maison dans la campagne du Connecticut. J'ai découvert le plaisir du silence, la beauté du lieu qui est magnifique, la forêt, l'eau, regarder les oiseaux. J'aime m'isoler pour écrire. J'ai besoin d'être seul quand je travaille. Je n'ai jamais eu de lien particulier avec New York. J'ai toujours trouvé étrange d'être écrivain dans un immeuble avec pour voisins une 50aine de familles. Et voir chaque matin ses mères et ses pères partant au travail, les gamins allant à l'école, me laissant seul dans l'immeuble avec les nurses et les petits-enfants. Quand je commence un nouveau livre,
Je travaille tous les jours, 7 jours par semaine. J'ai besoin de beaucoup de calme, de nombreuses heures et d'horaires réguliers. Et j'écris pendant 1 année ou 2, parfois 3. La tâche et pastorale américaine m'ont pris 2 années. Des livres comme Un homme ou Le rabaissement, environ 1 an d'écriture. J'ai écrit debout. J'ai découvert qu'en étant debout, mon esprit était plus ouvert. Je peux marcher quand je suis bloqué sur un passage et d'un seul coup, mon imagination, et j'en ai une, se met en marche aussi. Les premières pages que j'écris sont laborieuses et je recommence. Est-ce que je vais pouvoir écrire un nouveau roman? D'où mon prochain livre va-t-il bien pouvoir sortir? Dès que vous commencez, vous vous dites « c'est une horreur, il faut faire autre chose. Je suis à nouveau complètement perdu. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Quand faut-il lever le rideau? À quel moment ouvrir le rideau pour commencer à raconter l'histoire? » J'ai acquis à grand-peine la liberté d'écrire sur ce que je connais, mais ça ne suffit pas. Si vous ne faites qu'aligner des petites histoires qui vous sont arrivées, à vous ou à vos amis ou à votre femme, ou comment elle vous a rencontré, vous ne serez jamais un romancier. Is everyone to go off and lock the door and sit secluded like the lonely writers do in a soundproof cell, summoning people out of words, and then proposing that these word people are closer to the real thing than the real people that we mangle with our ignorance every day? The fact remains that getting people right is not what living is all about anyway. It's getting them wrong that is living. Getting them wrong and wrong and wrong, and then on careful reconsideration, getting them wrong again. Quand j'ai écrit Pastorale américaine, l'histoire d'un homme dont la merveilleuse famille est détruite pendant la guerre du Vietnam, j'ai inventé le personnage au fur et à mesure que j'avançais. Le héros de Pastorale américaine est un brave type qui est broyé par la guerre, complètement détruit. À l'époque, j'étais incapable d'écrire. Nous étions tous mobilisés. Pas mobilisés au Vietnam, non, ici, à New York, ou dans le Connecticut. J'étais terriblement concerné par cette guerre. Perturbé, en colère, comme tous mes amis. Il m'a fallu attendre 20 ans pour pouvoir écrire sur ce sujet. Et j'ai essayé d'y mettre tout ce que je savais sur cette époque. Ce que fut la vie pendant ces années 60, comment fut vécue cette guerre, les bouleversements qu'elle a entraînés. Et ça a donné ce livre. Dès que j'ai fini un manuscrit, je prépare 4 ou 5 copies. Et je les expédie par la poste. Je les envoie à des amis dont j'apprécie le sens critique. J'ai le plaisir d'être l'une de ses premières lectrices et j'en suis flattée. Il me donne les manuscrits quand nous dînons ensemble et ensuite nous en discutons au dîner suivant. Et ils me disent tous des choses différentes. Si quelqu'un a tort, je n'en tiens pas compte. Mais même s'ils se trompent, leur avis m'est utile. Ils me racontent mon propre livre et cela m'ouvre l'esprit. Et je commence à faire des changements. Il m'a envoyé 2 versions manuscrites de Némésis. Et c'était fascinant de voir comment Roth travaille, avançant en ligne droite vers la version définitive. Il en était déjà à la 8e ou à la 9e, changeant juste un mot ici, une phrase là.
C'est quelqu'un qui sait écouter. Il est là, près de vous, solide comme un roc. Il a sûrement été un fils et un frère formidables. Et c'est un ami formidable. J'ai invité Mia à Tanglewood, à 45 minutes d'ici, écouter les répétitions d'un concert un samedi matin. Il préparait le concert du dimanche après-midi, la 3e symphonie de Mahler que j'adore. Nous y sommes allés, on s'est installés. La mère de Mia était morte depuis peu. Mia était très attachée à elle. Elle l'aimait énormément. Et dès qu'ils ont commencé à jouer le 3e mouvement de Mahler, qui peut vous faire pleurer, même si vous n'avez pas perdu votre mère, j'ai vu Mia fondre en larmes. Ça a commencé comme ça, rien de plus. Philippe et moi avons parlé de la polio qui m'avait frappée. Et je lui ai confié l'effet que ça peut avoir sur une petite fille de 9 ans de devenir un paria. Même une fois guérie, mes amis ne voulaient pas s'approcher de moi. J'ai donc décidé d'écrire un livre sur cette tragédie. Je me souviens de la terrible menace que c'était pour les enfants dans ces années-là. Les parents étaient terrorisés, c'était horrible. J'ai parlé à quelques personnes qui avaient eu la poliomyélite et j'ai commencé à inventer cette histoire sur ce directeur de centre de loisirs et un livre en est sorti. Et j'ai vu tout ce que je lui avais raconté transformé avec talent dans son nouveau livre. Comment la polio pouvait affecter toute une communauté. Je n'ai pas pu finir le livre. Je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu. Il est là, près de mon lit. Je le finirai un jour. Je l'ai juste mis de côté pour le moment. C'est trop personnel pour que je puisse me replonger dedans. Les gens doivent faire face à leur némésis, qui est l'ennemi que vous ne pouvez pas vaincre. La première phrase de mon livre, le rabaissement, est « Il avait perdu son inspiration ». C'est un acteur, et son inspiration, c'est sa capacité à jouer. Un jour, il monte sur scène et il n'arrive pas à jouer, alors que c'est un acteur magnifique. Et il est foudroyé par cette incapacité à faire son métier. Ensuite, il a une liaison, elle se termine aussi. Il rentre chez lui et il se suicide. Il est humilié, il a perdu son pouvoir, il a perdu son talent, sa magie, c'est tout. Est-ce qu'il m'est arrivé de penser que j'avais perdu mon inspiration? Certainement. Par période. Sûrement, entre 2 livres, lorsqu'on se dit « je ne pourrai plus en écrire un autre », la peur ne vous quitte jamais d'un livre à l'autre. Mais je ne me vois pas arrêter d'écrire. Je vais continuer à le faire, je n'arrête jamais. Les pires moments, c'est quand je n'écris pas. Je suis alors malheureux, dépressif, anxieux. Donc j'ai besoin d'écrire, désespérément. Écrire vous tient à distance de la dépression. Dans Un homme, un de mes personnages, une femme, souffre d'un terrible mal de dos. Je lui avais confié tout mon désespoir, toute ma souffrance. Et elle finissait par se suicider. Ces longues périodes de souffrance sont terribles. Elles vous rendent fou. Et les drogues que vous prenez vous rendent encore plus dingue. Vous êtes prêt à prendre n'importe quoi. Et quand vous trouvez enfin le bon remède, vous êtes pris. Vous êtes piégé. C'est un fléau. Il est là quand vous ouvrez les yeux dès le matin. Et il faut être beaucoup plus fort que je ne le suis pour ne pas être détruit psychologiquement. Vous sombrez alors dans le désespoir. Vous êtes vraiment au fond du gouffre.
et je devenais suicidaire. J'ai envisagé de me suicider dans ces moments-là. Et c'est pire à mesure que vous vieillissez. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez même pas à rechercher la souffrance si vous voulez être écrivain. Elle vous rattrapera assez vite. Écrire est un travail dangereux quand vous pensez à tous les écrivains qui se sont suicidés. Il y a probablement quelque chose de dangereux dans ce métier, ou quelque chose dans le tempérament de ceux qui ont choisi d'écrire. La liste est longue. Et la question est pourquoi ? Pourquoi tant d'auteurs de premier plan se sont suicidés? Je ne le sais pas. Je ne veux pas ajouter mon nom à la liste. Je lis les auteurs que je lisais il y a 30, 40 ou 50 ans. Je veux les relire maintenant que je suis vieux avec un nouveau regard. J'ai passé de si bons moments avec Tourguenieff, avec Conrad, avec Hemingway, avec Faulkner. J'y ai pris un tel plaisir, oh mon Dieu. J'ai dévoré Kafka, j'en étais fou. Je me suis laissé submerger par Kafka. Cette façon de raconter une histoire comme personne n'avait osé avant lui, il a inventé un univers qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs, c'est stupéfiant. Donc je veux relire tous ces livres avant de mourir, une dernière fois. Je pense que dans les livres qu'il écrit ces dernières années, Philippe raconte combien vieillir le préoccupe, sa peur de perdre son inspiration. Nous parlions de la vieillesse, et un ami a dit « La vieillesse n'est pas faite pour les poules mouillées ». Et Philippe a dit « La vieillesse est un massacre ». His view of old age as represented in the book seemed Sa façon de décrire la vieillesse dans ses livres est sinistre, vraiment déprimante. Il est resté tellement jeune dans son esprit et dans ce qu'il écrit que lire ses nouveaux livres où il se décrit en vieillard, désespéré et impuissant, me rend si triste. De temps en temps, il dit que c'est son dernier livre. Je l'ai entendu dire ça, mais je ne le crois plus. Un jour, alors que je me promenais dans le coin, j'ai aperçu, de l'autre côté de la route, je ne pouvais pas le rater, cloué à un arbre, un panneau en bois avec écrit dessus « Rendez-nous Portnoy ». C'était merveilleux, c'était si drôle. Et j'y ai pensé pendant tout le reste de la promenade. Mais pourquoi ne pas le faire? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais voulu écrire une suite à Portnoy. Ça a été une représentation unique, un one-man show, que l'on ne joue qu'un soir. C'est arrivé à un certain moment de l'histoire de ce pays, à un certain moment de ma propre histoire, et j'ai adoré l'écrire. Quelques-uns l'ont aimé, d'autres l'ont détesté. Qu'il repose en paix. J'ai écrit Un homme, j'ai écrit Indignation, puis j'ai écrit Le rabaissement et Némésis. Chacun de ces livres raconte le cataclysme que représente la mort. Comment mourir affecte la vie de ceux qui vont disparaître. Mon rôle, Tchekhov disait que le rôle d'un artiste consiste à faire une représentation adéquate du problème. Du problème de la mort. Comment le décrire? Et la raison pour laquelle j'ai écrit 4 livres sur la mort à l'âge de 77 ans n'est pas difficile à comprendre. Feuilleter son carnet d'adresses et parcourir les allées d'un cimetière, on passe sa vie aux enterrements. Toute personne de mon âge
ou plus vieux enterre quelqu'un tous les 6 mois. Qui? Plus vos parents ou grands-parents, bien sûr, non, vos amis. Et c'est particulièrement douloureux de perdre ses amis. Et c'est une saloperie, mais vos amis meurent. La perspective de mourir me fait peur, me rend triste, me donne envie de tout revivre une dernière fois, mais ne me met pas en colère. Je ne suis pas inquiet, je suis triste, mais je ne suis pas inquiet. Le temps avance à grands pas. Je ne peux rien faire contre ça, il n'y a rien à faire. Et de toute façon, qui s'en soucie? Tout le monde s'en fout. Vous savez, ce petit vieux marchant dans la rue, les gens m'aident. Être célèbre a servi à quelque chose, on m'aide à traverser la rue. Je crois que nous avons une fin émouvante avec ce pauvre type, ce malheureux vieillard qui va bientôt mourir. Et si on finissait le film comme ça, d'accord? J'étais sûr que ça allait vous plaire.